Alors bonjour à tous, donc moi c'est David de Carvalho. Je vais vous présenter aujourd'hui une petite conférence pour vous montrer comment en tant que professionnel du numérique, développeur ou pas, comment on peut agir pour la planète, et vraiment très concrètement. Moi c'est ce qui m'intéresse, c'est vraiment le concret. On entend plein de choses sur du green, mais moi c'était vraiment le terrain qui m'intéressait, donc on va voir ça un petit peu aujourd'hui. Rapidement, pour me présenter quand même, je suis architecte logiciel et solutions à Capgemini depuis à peu près un peu plus d'un an, mais ça fait surtout plus de 20 ans que je développe, donc différents rôles, développeur, Scrum Master, Lead Tech, archi logiciel, beaucoup d'années, une quinzaine d'années chez Page Jaune à Solocal, donc c'était sympa. Maintenant, du coup, bon, je suis passé chez Cap. Et en 2022, j'ai commencé à me demander, justement en tant que professionnel du numérique, comment on pouvait intervenir concrètement et mettre à disposition nos compétences techniques ou pas, pour justement avoir un meilleur impact environnemental. Et donc j'ai commencé un petit peu à chercher ce qui se passait et à me renseigner. Donc là, juste pour vous mettre un petit peu de contexte environnemental, je dirais, je vais vous parler de deux études de l'ADEME, que vous devez certainement connaître. C'est un organisme très connu qui travaille autour de l'impact environnemental et beaucoup sur le numérique. Et donc ils ont sorti une étude que vous devez certainement déjà avoir vue quelque part, en janvier 2022. Alors oui, 2022, mais basée sur des données de 2020, donc il y a quand même 5 ans, ça commence à dater, où il disait que 2,5% de l'empreinte carbone de la France est liée au numérique, donc à peu près le secteur des déchets. Bon, ok. Et dans ces 2,5, ce qui est important, c'est qu'à peu près 80% est dû à la fabrication de nos matériels, donc téléphone, serveur, etc., etc., et 20% sur l'usage. À 20% sur l'usage, donc c'est l'usage de ces serveurs fabriqués, de ces téléphones. Et je me disais, c'est peut-être là-dessus qu'on va pouvoir travailler. Alors, sauf si vous travaillez dans le hardware, bon, ok, vous pouvez peut-être travailler sur les 80%. Et encore, les 80% sont quand même très liés au fait que on va extraire des minerais. Vous avez déjà entendu beaucoup de choses certainement sur ce sujet. Donc, on va extraire des minerais à l'étranger, donc dans des pays très certainement qui n'ont pas cette philosophie de décarbonation qu'on pourrait avoir en Europe ou en France. Mais nous, en tout cas, en tant que professionnels du numérique, c'est plutôt sur les 20% là, annoncés qu'on pourrait travailler. Le problème de cette étude, c'est qu'elle a quand même certaines limites. Et justement, elle ne tient pas compte des data centers situés à l'étranger, puisque les services, on sait bien, c'est mondial. Et donc, en fonction des hébergements des services, on ne sait pas trop où c'est hébergé. En tout cas, il y a quelques années, on ne savait pas. Maintenant, c'est un peu plus précis, mais parfois, ce n'est pas encore garanti. Deuxième chose, c'est que cette étude, il y avait un certain nombre de manques de précision et surtout sur certaines parties, typiquement les réseaux de télécommunications, les usages audiovisuels type le streaming, ça n'était pas pris en compte dans cette étude-là. Et en 2025, donc récemment, donc début d'année, ils ont sorti une mise à jour de cette étude. Et donc, on ne se base plus sur les données de 2020, plutôt 2022. Alors ça date quand même, c'est des données il y a 3 ans, mais c'est quand même une étude mise à jour. L'objectif de cette étude, c'était vraiment de corriger ces limites, parce qu'en fait, on ne prenait pas tout en compte. Et cette correction a montré que finalement, on n'est pas à 2,5, on est à 4,4. Donc on n'est pas très loin d'avoir x2, donc ce qui équivaut à peu près au domaine du transport routier de marchandises. Et pareil, la répartition fabrication-usage a aussi changé. On n'est plus à 80-20, on est plutôt à 60-40. Alors je dirais tant mieux, oui et non, mais en tout cas, en tant que professionnel du numérique, on va pouvoir encore avoir un peu plus d'impact, puisqu'on va pouvoir travailler sur ces 40% d'usage. Donc c'est là où on se dit, il faut quand même faire quelque chose. Et donc sur ces 60%, bon, peut-être on pourra faire quelque chose, mais ce n'est pas du direct. C'est surtout sur ces 40%, sur la partie utilisation, on va pouvoir agir. Et implicitement, si on agit sur cette partie des 40% d'utilisation, on va faire en sorte que nos applications seront plus frugales, plus sobres. Donc potentiellement, elles vont consommer moins d'énergie, moins de ressources, etc. Donc du coup, automatiquement, potentiellement, nos matériels vont pouvoir durer plus longtemps. Donc on aura moins besoin de les renouveler. Donc on aura quand même un petit impact, on dirait indirect. Il existe beaucoup de logiciels, d'applications vendus par différents professionnels qui fonctionnent très bien. J'en citerai peut-être quelques-uns tout à l'heure. Mais c'est quand même très boîte noire. On ne sait pas trop comment ça fonctionne. Chacun a un petit peu sa manière de calculer les scores, etc. Et je me suis plutôt dit, est-ce que justement, on ne pourrait pas faire quelque chose de libre, gratuit, partagé, et donc basé sur l'open source? Et c'est là où j'ai commencé un petit peu à regarder ce qui se passait. Alors avant vraiment de parler de ces outils open source, pour recadrer un petit peu ce qu'on nous demande, bon, vous devez certainement savoir tout ça, ce qu'on attend de nous en tant que développeurs, c'est quand même de concevoir et de développer des applications qui sont performantes, ok, orienté utilisateur, bien entendu,
autant que possible, mais surtout maintenable dans le temps et évolutive. Et quand on dit maintenable et évolutive, assez souvent, on parle de qualité aussi. Donc la qualité de l'application, la qualité des développements vont faire que la maintenance et l'évolution de nos applis seront améliorées. Donc je vous cite quelques petits outils que vous devez certainement connaître en open source, qui justement vont garantir une certaine qualité de vos développements, donc PMD, Checkstyle, FindBugs, qui a été renommé en SpotBugs il y a quelques temps, ou Diverlinter. OK, on va dire que c'est assez basique. Le problème de ces outils, c'est qu'ils sont assez indépendants, il faut les configurer, il faut maintenir dans le temps ces configurations. Donc au bout d'un moment, c'est quand même assez fastidieux comme travail de se remettre à jour. L'autre mastodonte qui s'est imposé depuis quelques années, c'est SonarCube, qui est lui-même issu de l'open source. C'est aussi une initiative qui est née de l'open source, et petit à petit, ils ont grossi. Bon, maintenant, ils sont une partie open source, une partie non open source, et ils proposent différentes choses. Donc, typiquement, SonarCube, alors ça a été renommé il y a quelques temps. SonarCube a été renommé SonarCube Server. Leur offre SaaS, qui est Sonar Cloud, a été renommé en SonarCube Cloud. Et à la base, SonarCube, c'est quand même un outil qui est facile et fait pour être intégré dans une chaîne de livraison continue. Donc, chaîne de livraison continue, ça veut dire que les développeurs, quand ils vont pousser leur travail, la chaîne va être là pour garantir une certaine qualité. Donc le SonarCube va être assez tôt dans ce pipeline pour vérifier que tout va bien. Mais ce n'est pas que du pipeline, ce n'est pas que de la chaîne, c'est aussi du local. Et c'est ça qui est intéressant. On va pouvoir aussi déjà avoir un petit impact donc, avec des plugins type, alors avant il s'appelait SonarLint, maintenant il s'appelle SonarCube IDE. Donc c'est différents plugins qu'on va pouvoir installer dans différents IDE. Ils proposent énormément d'IDE. Et l'avantage de ce genre de plugin quand on l'installe, c'est que le développeur peut déjà en local lancer une analyse sur son code et vérifier que ça va bien. C'est-à-dire en tout cas que ce que ferait SonarCube sur la chaîne CI/CD, il va pouvoir le voir tout de suite en local. Alors pourquoi? Parce que le plugin, quand on l'installe, il va se synchroniser avec le Sonar, il va récupérer les règles, une copie des règles en local, et il va pouvoir faire ça comme ça, de manière même coupée du serveur. Une fois qu'il aura la copie, il pourra se couper du serveur et faire une analyse en local. Donc l'avantage de ça, c'est qu'au plus tôt, le développeur va pouvoir checker la qualité de ce qu'il a fait. Impact positif déjà, c'est qu'on va moins solliciter SonarCube qui est sur la chaîne, qui est un serveur, on va moins envoyer des données pour s'apercevoir qu'on aurait très bien pu corriger le problème en local tout de suite, sans avoir à faire à une communication réseau, etc. Donc c'est un peu l'avantage aussi de ce genre de plugin, c'est qu'en local déjà, on va essayer d'être un petit peu plus frugal. Ils ont aussi apporté une notion qui s'appelle le clean code ou le clean as you code assez récemment, qui donne encore un impact un peu plus fort sur la partie qualité. Donc ils ont fait une espèce de regroupement de règles, etc. Donc pour justement aller un cran plus loin. Donc pourquoi pas creuser aussi cette partie-là. Donc en tant que professionnel, donc on doit produire des applications de qualité. En tout cas, c'est ce qu'on nous demande. Et on va dire avec notre conscience, on essaye de faire le mieux possible. Mais aussi, on nous demande d'améliorer l'existant. Donc améliorer, comme on peut, bien entendu. Un legacy, il y en a partout, donc il faut essayer de l'améliorer. Quand on fait ça, forcément, à chaque fois qu'on développe, il y a forcément de la dette technique. Quoi qu'il arrive, il y a de la dette technique. Rien qu'avec les versions des dépendances que vous allez avoir, au bout d'un moment, il va falloir s'en occuper. C'est de la dette technique, entre autres. Alors, le but, ce n'est pas que je vous parle de la dette technique. L'objectif, c'est de vous montrer qu'en effet, que quand on développe, il y a des impacts derrière, on va devoir revenir dessus. Donc, il y a de la dette technique vraiment dans le code, mais il y a aussi ce que j'appelle de la dette environnementale. C'est-à-dire que lorsqu'on développe, il y a des bonnes pratiques et des mauvaises pratiques où il faut faire attention. Et justement, ces pratiques vont nous guider sur la manière de mieux développer pour la planète. Il y a deux aspects. Il y a la partie, ce que j'appelle le green coding, c'est vraiment des bonnes pratiques liées au code, et notamment Sonar va pouvoir vous le montrer. Donc c'est vraiment très lié au code. Et de la partie plutôt green archi, où là, c'est plutôt un level au-dessus, où on va regarder plutôt une archi, alors plutôt back-end, et on va vérifier si elle respecte un certain nombre de bonnes pratiques environnementales. Par exemple, essayer d'agréger un maximum les données avant de les transférer sur le réseau, des choses comme ça. Ne pas lancer toutes les données alors qu'on n'en a pas forcément besoin, par facilité en fait. Donc essayer de travailler sur ces parties-là. Alors oui, ça a un coût, forcément, il faut travailler là-dessus. Donc c'est moins facile, ça prend du temps, mais lorsqu'on met ce genre de bonnes pratiques dans une entreprise, après c'est respecté et c'est suivi. Le but, c'est toujours de s'améliorer, hein, aller un cran plus loin à chaque fois. Deux petits outils open source sur ces deux aspects-là. Donc Cridengo, qui s'appelait avant EcoCode, qui est porté par le collectif qui s'appelle Green Code Initiative, dans lequel je suis.
Je vais en parler tout à l'heure, ce sera aussi l'objectif de la démo du live coding. Et le deuxième outil qui s'appelle API Green Score, qui est aussi sur cette partie Green Archie, qui est porté par le collectif API Thinking, également dans lequel je suis. Et c'est aussi un outil qui vous permet, en mode auto-évaluation, de vous évaluer quel est l'impact environnemental de votre architecture. Alors plutôt back-end, puisque c'est un petit peu un trou dans les outils actuels, c'est qu'il n'y a pas trop d'outils pour évaluer, on va dire, l'impact environnemental d'une architecture back. Alors front, il y a plein d'outils, ils vont scraper les URL, etc., ils vont regarder les réseaux, les appels réseaux, etc. Mais en back, il n'y a pas grand-chose. Et donc c'est un des premiers outils, open source, gratuit, utilisable par n'importe qui, autant que vous voulez. Voilà pour la partie Green Archie. Donc si on se concentre un petit peu sur l'open source, parce que c'est un petit peu le cœur des choses, l'open source, alors dans nos applications, on a quand même une dizaine, voire des centaines de dépendances, comme vous devez le savoir, hein, tout langage confondu, et une grosse partie, c'est de l'open source. Il y a une petite étude, je crois, qui est sortie il y a quelques semaines, qui disait que la majeure partie des frameworks open source ne sont pas maintenus par les entreprises, elles sont maintenues par des développeurs indépendants. Donc ça montre quand même qu'il y a un manque d'investissement des entreprises dans ce genre de librairie, alors qu'on les utilise partout et dans toutes nos applications. Donc du coup, on se demande il serait légitime de penser qu'on se doit de contribuer à ce genre de choses, en tant qu'entreprise ou en tant que professionnel. Pourquoi? Déjà parce que, comme je vous ai dit, on utilise énormément de dépendances. Donc les dépendances, à un moment donné, il faut aussi les maintenir, parce qu'il va y avoir des bugs. Elles vont plus être compatibles entre elles, entre différentes versions. Donc il faut les maintenir. Il faut les faire évoluer, parce que potentiellement, vous avez des nouveaux besoins. Donc c'est aussi une manière de contribuer. Et ça garantit une certaine pérennité, puisque les dépendances, c'est assez rare qu'on change beaucoup de dépendances. On va en ajouter, on va en changer quelques-unes, mais on ne va pas changer la majeure partie des dépendances. Donc si on s'aperçoit qu'une dépendance n'est plus maintenue, n'évolue plus, potentiellement, on va refactorer ou recoder une grosse partie de notre application parce qu'un certain nombre de dépendances n'existent plus. Donc voilà, c'est aussi un argument, le fait d'avoir des dépendances qui vivent dans le temps et qui sont maintenues et qui sont, voilà, on en rajoute des évolutions. Autre aspect aussi également intéressant de l'open source, c'est que on peut aussi trouver des projets. Alors, on peut contribuer à des projets sur des librairies ou des frameworks open source utilisés dans nos applications, certes, mais on peut aussi contribuer à des projets qui font sens personnellement et petit à petit vont devenir aussi un enjeu pour l'entreprise. Typiquement, la sustainability, vous avez certainement dû entendre parler, c'est du Green IT, mais high level. Et les entreprises, on voit bien qu'une émulsion ces derniers temps où justement il faut apporter un petit peu de green dans ce qu'on fait. Et donc c'est aussi un élément... un argument pour les entreprises. Donc l'open source, c'est aussi un axe d'amélioration personnelle ou pour les équipes. Parce qu'on se doit de travailler ensemble en équipe, surtout c'est du distanciel. 99% des projets open source, c'est du distanciel. Ça améliore votre communication, bien entendu, puisque vous travaillez, on va dire, en full remote avec les équipes qui travaillent sur un projet. Et ça nous oblige à parler anglais la plupart du temps, puisque assez souvent, l'open source fait que on se doit de travailler en anglais puisque c'est international et n'importe qui peut venir contribuer ou proposer des issues. L'autre élément important aussi, ça vous permet de monter en compétences. Parce que vous allez arriver sur un projet, s'il est bien documenté et vous êtes bien accompagné dans les équipes, vous allez aussi apprendre des choses. Donc c'est ça, il faut voir aussi l'open source comme une montée en compétences, donc un peu de veille technologique, on va dire. Mais dans l'autre sens, vous allez aussi apporter votre expertise. Donc vous allez arriver sur des projets où vous connaissez des parties que les autres connaissent peut-être moins et vous allez proposer des nouvelles choses. Donc c'est cet aspect-là aussi également intéressant. Et enfin, un aspect un peu plus rigolo, je dirais, c'est plutôt participer à des événements techniques autour de la thématique de vos projets sur lesquels vous contribuez en open source. Typiquement, des hackathons, des conférences, telles qu'aujourd'hui, où vous pouvez venir parler de vos outils, rien que des retours d'expérience, ça suffit, et les gens sont intéressés. Ou alors être coach technique dans des hackathons. Je vais en parler rapidement tout à l'heure. Autour de l'outil que je vais vous présenter, il y a le collectif qui organise des hackathons, et du coup c'est intéressant aussi, c'est un peu comme le Brainscamp, hein, vous sortez un petit peu de votre carcan quotidien et vous allez contribuer et proposer. Donc c'est quand même des journées quand même assez sympas et assez intéressantes. Donc comme je disais, l'open source, je dirais à la base, si on regarde un petit peu la philosophie, ça part du personnel. On fait du temps personnel, hein, on va contribuer un petit peu. Mais finalement, si on pousse les choses, on peut se dire que dans les entreprises, on peut aller négocier pour avoir du temps pour faire ça.
C'est un peu mon cas. Chez Page Jaune, j'avais négocié avec mon chef, qui est dans la salle, pour essayer de dire, bah, on utilise telle chose, ça serait bien de contribuer, comme je l'ai dit tout à l'heure, de la maintenance ou de l'évolution. Donc c'est aussi un argument d'aller vendre que le fait de contribuer, c'est important pour nos applications. Donc c'est un investissement, certes, pour l'employeur, mais ça vous permet, comme déjà avec tous les arguments que j'ai donnés sur l'open source, vous montez en compétences, etc., vous partagez les connaissances, vous travaillez sur l'image aussi de l'entreprise, puisque vous contribuez à des projets open source. Suivant la taille de l'open source, l'entreprise peut devenir partenaire ou sponsor, et du coup, ça va aussi rajouter, on va dire presque gratuitement, c'est du temps du collaborateur, certes, mais ça va rajouter de la publicité technique à l'entreprise. Et ça aussi, elles sont assez friandes. Dernière, alors, un petit système juridique qui existe, qui s'appelle le mécénat de compétences. C'est l'entreprise qui passe un contrat avec une association ou un organisme pour déléguer du temps d'une personne à cet organisme pour aller contribuer en open source. Donc ça, il faut savoir que ça existe et c'est assez répandu. Si on prend un exemple, du coup, on va arriver sur l'exemple du collectif Green Code Initiative. Donc, je vous ai mis un petit QR code pour arriver sur le site où il y a plein, voilà, nos différentes chaînes de communication que LinkedIn, GitHub, Slack. On a une petite chaîne YouTube aussi sur les différentes confs ou différentes vidéos. Ce collectif, il est né en 2019 donc il y avait un chercheur de l'université de Pau et une ESN qui s'appelait Snap. Ils ont créé un projet de recherche à la base donc, qui s'appelait EcoCode, justement autour de cette notion de green coding. Ils sentaient qu'il y avait quelque chose à faire. Ce projet-là a commencé à grossir un petit peu et il a rejoint un premier collectif qui s'appelle le CNUMER, qui est aussi connu. Donc c'est un collectif du numérique responsable qui est connu en France aussi, qui héberge pas mal de projets, enfin qui encadre, on va dire, des projets open source. Et finalement, on a décidé, donc en 2022, là, quand j'ai commencé à arriver sur le projet, de le sortir complètement à côté. Et donc on a créé vraiment un projet EcoCode dessus, autour de ce projet-là. Et on a commencé à travailler ensemble, voilà, à définir un peu les roadmaps, qu'est-ce qu'on va faire, etc. Et on a aussi commencé à sortir, on s'est dit, tiens, ça serait bien de créer un hackathon. Donc on a du coup fait un premier hackathon, ça a bien fonctionné. Un deuxième, bon, ça a évolué, pourquoi pas. Et puis là, maintenant, du coup, ça tourne pas mal. Donc on a un hackathon tous les ans, à peu près fin mai. Donc le dernier, là, c'est passé il y a un mois, c'est très bien passé. Et fin 2023, on a dit, bon, il faut peut-être structurer un petit peu. On a sorti le collectif qui s'appelle le Green Code Initiative. Autre élément important pour les entreprises, c'est que lorsque vous faites un projet open source, d'obliger les entreprises, donc quand vous faites un projet open source, vous avez des livrables en sortie, donc pour les outils. Là, typiquement, sur Credengo, les livrables, c'est des binaires Java, donc des jars. Vous allez déployer. Les entreprises n'aiment pas trop, en tout cas les grosses entreprises n'aiment pas trop qu'on fasse un petit peu de la bidouille comme ça, on prend le jar, on le copie à tel endroit et hop, ça va marcher. Ils ont peur de ça parce qu'en effet, il peut y avoir des trous de sécurité, il peut y avoir différents problèmes. Du coup, on a décidé fortement de mettre un coup de poing pour dire, OK, l'outil, il faut qu'il soit officiellement reconnu par Sonar, et du coup, on va l'intégrer au marketplace Sonar. Le marketplace, c'est quoi? Il faut voir ça comme un App Store ou un Play Store. Il faut montrer patte blanche pour y entrer. Donc, il faut montrer que ça fonctionne, qu'on a du code de qualité, donc il y a bien des personnes qui relisent le code, etc. Et depuis qu'on est arrivé sur ce marketplace-là, il y a de grosses entreprises qui ont dit, ah tiens, c'est pas mal, c'est officiel, on va essayer. Et hop, on commence à utiliser les choses. Donc, le marketplace, quand vous pouvez officialiser ce que vous faites, faire un peu moins type je développe dans mon garage, et que vous faites quelque chose d'officiel, ça va prendre de l'ampleur et les entreprises sont friandes de ça. Parce que c'est un gage de qualité ou de sécurité. Ensuite, on a créé une association loi 1901 pour se structurer, donc une association à but non lucratif. Et donc on a renommé récemment, donc fin 2024, de EcoCode en Credengo. Et pour montrer un petit peu que ça bouge aussi, parce que l'entreprise voit que ça bouge, qu'on devient officiel, etc., il y a des entreprises qui nous reversent maintenant dans le collectif leurs outils, parce qu'ils n'ont pas le temps forcément de le maintenir, ou alors ils veulent le redonner à l'open source, typiquement Capgemini, a reversé un outil interne qui s'appelait GreenSight, qu'on a renommé en Credengo Dashboard. Alors il n'est pas encore officiellement sorti, mais on est en train de travailler dessus. On a renommé le projet, et le but de ce projet-là, c'est d'avoir plutôt un aspect dashboarding, un peu plus visuel en termes de métriques, puisqu'on sait bien que SonarCube, bon, c'est des métriques, mais c'est quand même très technique, et il nous fallait un outil un peu plus high level en visuel. Et pareil, Accenture a reversé là récemment aussi, fin d'année, leur outil qui s'appelle EcoSonar, qui était aussi développé un peu dans leur coin en open source.
Et pareil, ils ont vu que le collectif grossit, qu'il y a de plus en plus d'outils. Elles ont inversé, ils viennent contribuer, et maintenant, voilà, on commence à être structuré. Donc on voit qu'il y a une certaine émulsion autour de tout ça. Mais le collectif, c'est pas juste un projet, hein, c'est un ensemble de personnes, une équipe, une core team notamment, dans laquelle je suis, des contributeurs principaux, vous avez certainement dû voir Johanna dans le coin, mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ces personnes-là, il y a plus de 200 contributeurs sur les projets. Donc quand vous faites, on va dire, de la publicité, que vous montrez que ça marche, vous faites du code de qualité, que c'est utilisé dans les entreprises, vous allez avoir de plus en plus de monde qui veut s'intéresser et qui vont commencer à contribuer. Alors un petit peu, pas beaucoup, mais ça suffit. Ou alors, il y a beaucoup de contributions pendant les hackathons. On en parlait tout à l'heure. Mais c'est donc du coup aussi un grand réseau de partenaires. On voit des grosses entreprises, hein, Crédit Agricole, qui est le gros sponsor du début, mais Enedis, Solocal avec Page Jaune, Capgemini, Orange, etc., etc. Il y a même Sonar qui nous suivent et qui sont là à tous les hackathons. Ils font confiance au collectif pour cette partie green, parce que Sonar Cube, de base, ils fournissent pas ils ne sont pas encore penchés activement sur cette notion de green IT ou de green coding. Ils ont vu que notre collectif grossissait, que ça prenait bien auprès des développeurs, et ils nous font plutôt, pour l'instant, confiance sur cette partie-là. Le hackathon, très rapidement, donc on en a fait 4. Le premier en 2022 était 40-50 développeurs à Paris, sur 2 jours. En 2023, c'est toujours à Paris, on est monté à 80-90. En 2024, on a atteint les 100 développeurs. Et là, au mois de mai, on était 120 participants. Où les billets, donc c'est gratuit. Il y a des petites conférences sympas, on mange gratuitement, etc. Les billets sont partis en 1 semaine, donc on va essayer de grossir un peu plus l'année prochaine. Mais voilà, c'est un événement sympa, comme un peu comme Borescamp, où on vient contribuer, on discute, on fait du réseau, etc. Juste pour montrer un petit slide de toutes les entreprises qui sont intervenues sur le hackathon. Donc on retrouve les sponsors, les partenaires, qui étaient coachs, qui étaient conférenciers, les participants. Donc on voit qu'il y a une émulsion autour du green coding, de tout ce qui est green IT. Et c'est pour ça qu'on est intéressé par, justement, recruter du monde. On recherche toujours du monde, pas que des techniciens, tout type de profil, des UX, UI, des chercheurs, des gens qui aiment bien parler en conférence, des product owners qui vont gérer les routes. Bon, bref, plein de sujets. Donc si vous êtes intéressé par ce sujet-là, n'hésitez pas, vous allez voir sur notre site, il y a ce qu'il faut, il y a notre Slack, etc. Venez communiquer avec nous, on n'a aucun problème là-dessus. Passons maintenant donc, à l'outil, Cridengo. Donc, en termes d'utilisation, comment ça s'utilise et une petite démo derrière. Donc c'est un outil open source, gratuit. L'objectif c'est quoi? C'est de détecter au plus tôt les mauvaises pratiques dans votre code, donc pour le green coding, et du coup proposer une alternative à côté, bien entendu. Si on n'a pas d'alternative, ça ne sert pas à grand chose. Voilà ce que je mets là. Concrètement, comment ça se base? C'est des plugins qu'on va installer dans SonarCube. Il y en a un par langage, vous n'êtes pas obligé de tout installer, vous installez ce que vous voulez. Et chaque plugin va ramener sa liste de règles. Donc chaque plugin a vraiment sa liste de règles. Mais ces règles, elles ne sortent pas du chapeau. Hein. Elles sont basées quand même sur des référentiels existants qui sont très connus, ou les plus connus en France en tout cas, les 115 bonnes pratiques du greenIT.fr par exemple, le GR 491 ou le RGESN, qui sont aussi 2 gros référentiels d'éco-conception. Alors, on essaie de traduire ça en règles pour le code. Tout n'est pas traductible, mais on essaie de faire le maximum en tout cas. Et on essaye maintenant d'améliorer nos process, c'est-à-dire que lorsqu'il y a une idée de règle basée sur ces référentiels, on se doit de prouver que ça va apporter de la plus-value. Si ça n'apporte pas de plus-value, voilà, ça ne sert à rien et on va embêter les gens pour rien. Dernier référentiel, c'est sur la partie mobile. Il faut savoir que Cridengo, ce n'est pas que du non mobile, c'est aussi du mobile. Donc il y a bien aussi un plugin iOS et un plugin Android. Bon, Android, il y en a différents. Et là, aujourd'hui, c'est Android Java. On est en train de travailler sur un Android Kotlin, par exemple, etc. Donc, petite démo très rapide sur, cette fois, l'utilisation. Et après, je vous ferai la petite démo de live coding pour mettre en place une petite règle. Donc, en mode capture d'écran, pour aller plus vite. Donc, quand vous arrivez sur Sonar, petit écran de login, vous loguez en mode administrateur, avec des droits administrateurs. C'est là où vous allez avoir accès à l'onglet Marketplace. Sinon, vous n'avez pas accès à ça. Hein. C'est les administrateurs qui ont le droit de jouer avec les plugins, désinstaller, désinstaller. Un sous-ensemble plugin. Et là, vous allez avoir une petite barre de recherche et vous cherchez le ou les plugins qui vous intéressent. Aujourd'hui, il doit y avoir à peu près 150 ou 200 plugins disponibles sur la marketplace. Il n'y en a pas tant que ça, en fait. Et lorsque vous cherchez donc Cridengo, vous allez tomber sur tous nos plugins. Alors là, voilà, j'en avais installé un, le Cridengo Python. Vous allez avoir le bouton donc, soit install, soit uninstall, hein, pour le désinstaller. Il faut savoir que lorsque vous installez un plugin, donc comme je disais tout à l'heure, il y a la liste de règles qui vient avec. Donc les règles sont automatiquement déclarées dans Sonar. Mais elles ne sont pas activées encore, elles sont déclarées. Pour les déclarer,
pour aller voir qu'elles sont bien là, vous allez dans l'onglet Rules. Dans Rules, sur la partie de gauche, vous avez la possibilité de filtrer les règles. Et si vous allez dans les parties tags, vous allez pouvoir chercher un certain tag, typiquement Cridengo, vous allez trouver toutes les règles Cridengo. Alors, dans Sonar, la bonne pratique, c'est que toutes les règles possèdent des tags, un ou plusieurs, pour justement donner la thématique de la règle. Et dans les plugins Cridengo, la règle chez nous, la bonne première pratique, c'est de mettre automatiquement dans toutes les règles le tag Cridengo et le tag EcoDesign. Donc si vous cherchez ces deux-là, vous tomberez sur toutes les règles qui sont mises à disposition par les plugins. Donc là, typiquement, il y en a 10 pour le plugin Python qui ont été installés. On va en cliquer sur une juste à côté pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc il y a la documentation qui vient avec. On explique pourquoi il vaut mieux faire ça plutôt que ça. Et avec juste un petit exemple rapide du code qui est mauvaise pratique et comment on pourrait le corriger. Alors, je ne rentre pas dans le détail, ce n'est pas l'objectif. Ça, c'est les règles qui viennent avec les plugins. Comme je disais tout à l'heure, ils ne sont pas activés. Pour les activer, il y a la notion dans SonarCube qui s'appelle le Quality Profile. Donc, vous devez certainement en avoir entendu parler si vous avez déjà du Sonar chez vous. Par défaut, SonarCube fournit un Quality Profile de base à chaque fois pour tous les langages qu'il gère. Et chacun s'appelle SonarWay. Bon, c'est leur règle. Et chacun vient avec un certain nombre de règles. Typiquement ici, pour le SonarWay du Python, il y en a 251 règles nativement fournies par Sonar. Pour vous montrer qu'il faut les activer, on a un petit projet de test pour chacun des plugins qu'on a. On a un projet de test dans lequel il y a un certain nombre de fichiers où il y a plein d'erreurs qu'on va détecter avec les plugins Cridengo. C'est justement ce qu'on appelle nos projets de test en environnement réel pour vérifier que ça marche bien. Donc là, si on lance cette analyse et qu'on donne l'analyse à Sonar, ce que j'ai fait là, sans avoir activé les règles, on voit qu'on a typiquement 40 problèmes de maintenabilité. On clique sur le projet et on va dans l'onglet Issues pour aller voir un peu le détail de ces règles. Si on va dans les filtres à gauche, on voit typiquement qu'il y a 11 règles en mode en high, 7 en medium, 22 en low. Okay. Si on va dans les tags un petit peu, on regarde, il y a 20 problèmes unused, typiquement certainement des variables qui ne sont pas utilisées, elles sont déclarées mais non utilisées, 8 problèmes de convention, etc. Okay. Maintenant, je crée un profil, je reviens dans mes Quality Profiles, je crée un profil pour activer mes règles. Donc je crée un profil qui s'appelle Cridengo Profile, qui hérite de SonarWay. Qui hérite, pourquoi? Parce que je vais récupérer automatiquement les 251 règles, c'est ce qui m'intéresse. Et auquel je vais rajouter mes 10 règles Python. Donc on passe de 251 à 261. Pour l'héritage, on le voit parce que le Cridengo Profile il est légèrement décalé à droite. Ça veut dire que c'est un héritage du profil du dessus. S'il n'y avait pas d'héritage, il serait au même niveau. Donc là, je les ai activés et j'ai dit tous les projets Python qui vont arriver en termes d'analyse sur SonarCube, automatiquement, c'est ce profil-là qui prendra en charge, c'est le fameux petit default. Je relance la même analyse, je le repousse et je redonne le rapport à Sonar. Là, je passe de 40 à 133 problèmes, puisque les règles Cridengo sont activées et du coup, elles détectent des choses. On retourne sur le projet, dans l'onglet Issues, on voit dans les sévérités, on est passé alors les high, ça n'a pas bougé, les medium, on était à 7, on est passé à 11, et les low, là, on était à 22, on est passé à 111. Okay. Pour les tags, pareil, si on regarde, on voit typiquement les tags Cridengo, EcoDesign sont en top, donc il y a 93 problèmes sur le projet, etc. On voit le unused qui est un peu plus bas, qui est à 20, le convention qui est tout en bas qui est à 8. Bon, ok. Donc on voit que les règles de Cridengo ont au minimum les 2 tags que j'ai dit, mais d'autres tags aussi, ça peut être des tags de perf, etc. Si on clique sur un des problèmes pour aller voir ce qui se passe concrètement dans le fichier Python, là, tel qu'on le voit, on arrive sur le problème exactement à la ligne où il y a le souci, avec le fameux petit message qui dit là, il y a un problème, il faut que tu corriges le souci. Si vous voulez savoir ce qui se passe et comment le corriger, il suffit de cliquer sur le lien qui est juste au-dessus, là, sur la règle, Cridengo Python GCI 404, et vous arrivez sur la documentation qui vous dit comment corriger le truc. Voilà pour la partie utilisation. Donc pas très compliqué, il faut juste faire un peu de configuration pour activer les règles. Bon, c'est tout. Maintenant, parlons un petit peu du cœur d'un des plugins. On va prendre le plugin Java pour vous montrer comment ça marche et que c'est vraiment pas compliqué à créer une règle et à contribuer. Alors le use case, c'est quoi? On va essayer de détecter dans nos fichiers, dans toutes les chaînes qu'il y a dans nos fichiers, donc on pousse dans l'analyse, toutes les requêtes SQL de type select étoile from. Alors pourquoi c'est une mauvaise pratique? En tout cas pour nous, c'est une mauvaise pratique parce que de base, select étoile from, ça veut dire qu'on va récupérer toutes les colonnes d'une table. Ok, peut-être qu'il y a certains use cases qui ont besoin de toutes les colonnes, certes. Mais dans la plupart des cas, vous n'avez pas besoin de toutes les colonnes. Vous avez besoin de certaines colonnes. Si vous laissez le étoile et que vous utilisez un certain nombre de colonnes de toute la masse qui est ramenée, vous allez transférer de la data pour rien. Donc vous allez récupérer de la data, vous allez déjà
lancer une requête peut certainement un petit peu plus longue sur la base de données, quoique, mais vous allez surtout gagner de la data si vous ne mettez pas le étoile. Donc on conseille plutôt de mettre la liste des colonnes que vous avez besoin. Deuxième argument, c'est que si votre base de données, elle évolue, c'est-à-dire qu'on rajoute des colonnes plus tard pour X raisons, votre select étoile from, elle va récupérer ces nouvelles colonnes qui sont arrivées. Et donc c'est sûr, elles ne les utiliseront pas, puisqu'on aura un use case qui aura pris en compte qu'un certain nombre de colonnes. Donc on va forcément se promener des datas qui ne servent pas. Donc voilà, ça c'est le use case. Donc on va essayer de détecter la fameuse string select étoile from dans tous les fichiers Java, puisqu'on va travailler sur le plugin Java. Le déroulé, c'est quoi? C'est rapidement, je vais vous montrer donc un SonarCube en local, donc basé sur ce qu'on appelle un TI, donc un test d'intégration. Donc on a test d'intégration et test unitaire. Test unitaire, c'est, bon, comme tout le monde le connaît, ça va tester le petit bout de code qu'on a développé. Un test d'intégration, c'est plus high level, c'est-à-dire qu'on va se mettre en conditions réelles et vérifier que tout fonctionne bien. Donc pour se mettre en conditions réelles, notre système de test d'intégration va installer en local un sonar, va builder le plugin, va installer le plugin, va créer un profil, les activer sur le profil, lancer l'analyse d'un projet de test et checker via l'API Sonar que ça râle bien à telle ligne, telle ligne, telle ligne. C'est ça que fait le test d'intégration, donc vraiment un environnement réel. Donc on va déjà lancer ce Sonar pour vérifier, sans avoir rien fait, il tourne quand même. Ensuite, on va faire un début d'implémentation, donc on va faire notre coquille vide de la règle avec écrire un TU à la cible et un TI à la cible, pour dire c'est censé râler à tel endroit, tel endroit. Ils vont planter, parce qu'on n'aura pas fait le développement, on aura juste fait la coquille. Mais ça, c'est important. Ensuite, on va faire le développement de la règle, et on va checker tout de suite, sans avoir touché au TU-TI, qui cette fois fonctionne. Et ensuite, on va rechecker à nouveau sur le sonar en local pour vous montrer que je ne vous raconte pas de bêtises, que ça râle bien aux lignes qu'on a dit. Donc voilà pour le use case. Donc cette fois, je passe. Hop. Donc on voit bien ma console, OK. Donc je vous lance le TI. Donc un TI en Maven, c'est Maven Verify. Verify, ça lance les TU et les TI. Je ne veux pas qu'il me lance les TU pour l'instant, on verra ça tout à l'heure. Donc j'ai créé un profil Maven qui s'appelle SkipTU. Donc en gros, il ne va pas lancer les TU. On désactive le plugin Maven qui lance les TU au final. Il va juste lancer le TI. Le TI, qu'est-ce qu'il fait? Je vous explique rapidement. Le but, ce n'est pas de vous montrer en détail. Donc là, il compile le projet, il prépare le plugin. Là, il lance l'IT. Donc on a une classe d'IT avec différentes méthodes dedans. Cet IT, il a un système derrière sur lequel on va installer un sonar. Donc on voit ici, il commence à télécharger un sonar en 25.5.0, une dernière version. OK. Là, voilà, ça c'est des logs assez standards de sonar. Il est en train de loader ses modules, donc il l'a installé, il est en train de le lancer. Il y a des commandes, des commandes de base de données, puisqu'avec un SonarCube, il y a une base de données qui est derrière, donc il initialise sa base. OK. C'est assez verbeux, sonar. OK. On descend un petit peu plus bas. Tac, 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 tac. Là, voilà. Donc là, a priori, le serveur, il est dispo. OK. Ensuite, il va commencer donc il a buildé le projet, et là, il est en train de s'occuper de notre fameux projet de test environnement réel, qu'on appelle Credengo Java Plugin Test Project. On l'appelle comme ça. Donc il va faire l'analyse, il va l'envoyer à Sonar. Donc ça, voilà, ça c'est pareil, c'est des logs assez typiques d'une analyse ou d'un rapport qu'on envoie à Sonar. Donc là, il l'a fait, il est en train d'envoyer le rapport à Sonar. OK. Donc là, on est OK. Et là, il reprend la main dans le TI pour aller vérifier que tout se passe bien. Et on va voir un peu plus bas, voilà. Donc là, il a lancé 36 tests dans cette classe TI et tout se passe bien. Donc pour l'instant, OK, tout se passe bien. Donc voilà pour ça. On va donc maintenant commencer à faire notre petite coquille vide. Donc je passe sur IntelliJ en mode présentateur, comme ça, ça sera plus gros. OK. Donc première chose, alors je prends mes petites notes quand même pour aller plus vite. On va créer donc notre première classe, donc la classe qui va héberger, donc comme j'ai dit, la coquille vide qui va héberger la règle. Donc on est dans le projet Java. SRC, main, Java, OK. On a des packages, toutes nos règles. Une règle égale une classe d'implémentation. Donc on va créer notre règle au même endroit que les autres. New Java class, OK. Donc on va l'appeler 3A devant. Alors c'est pas la bonne pratique Java, vous allez me dire. C'est juste pour facilement les détecter dans Sonar, etc., pour aller plus vite. Donc avoid full SQL request, c'est la classe d'implémentation. OK. Première chose à faire, pour faciliter les choses. Alors, j'utilise ce qu'on appelle des live templates dans IntelliJ. C'est des petits morceaux de code que je vous ai préparés en avance pour aller plus vite, perdre moins de temps. Donc là, j'ai préparé un petit live template pour
tout de suite mettre mes imports. Comme ça, on va gagner un petit peu de temps. OK. Je vais vous expliquer ce que c'est après. Première chose, pour déclarer que c'est une classe qui va gérer une règle. On va lui mettre une petite annotation qui s'appelle rule. Donc rule, ça vient de quoi? Ça vient de l'API Sonar. L'avantage de faire du développement d'un plugin Sonar, c'est que la documentation est très bien faite. Donc, ils vous expliquent exactement comment le faire. Donc, ce que je vous montre là, c'est dans leur documentation. Et ils ont une API qui nous facilite énormément la vie pour implémenter une classe qui va gérer une règle. Donc, en fait, on utilise énormément de leurs classes. Donc là, on voit bien, on voit les classes qu'on va utiliser. Donc, première chose, c'est @rule. Une rule a forcément un ID. Il faut l'identifier. Donc, c'est un ID plutôt fonctionnel, mais qui finalement derrière va être utilisé techniquement. Chacune des règles, elle ne sort pas du chapeau non plus. Dans tous nos plugins, on utilise, je n'ai pas le temps de vous le montrer là, on utilise un composant commun qu'on appelle Crediengo Rules Specifications, dans lesquels, donc c'est un composant Java, dans lesquels on a déclaré toutes les règles à l'heure actuelle disponibles et qui seront disponibles dans tous les plugins. À quoi il sert? Il sert justement à déclarer telle règle, c'est tel ID. Elle va avoir tel tag, donc tag pour Sonar Cube. Elle va avoir la documentation qu'on a vue tout à l'heure, officielle, c'est ce composant qu'il porte, etc., etc. Donc on utilise quand même un composant interne, donc que je ne vous montrerai pas là. Ensuite, on va, pour justement implémenter, faire notre coquille vide, il faut hériter d'une classe qui s'appelle Issuable Subscription Visitor qui vient de l'API Sonar. Comme on hérite de ça, il faut obligatoirement implémenter, même si elles sont vides, implémenter les méthodes. Donc, à quoi servent ces méthodes? Donc, il y en a deux. Alors, avant de rentrer dans le détail de ces méthodes, une analyse Sonar, c'est quoi? Il va prendre le fichier que vous lui fournissez. Vous lui dites, il faut analyser ce fichier-là. OK. Il va prendre le fichier, il va l'analyser et il va traduire ce code-là en arbre pour pouvoir naviguer dedans. Donc, ce qu'on appelle l'AST. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir ainsi aller dans chacun des nœuds, chacune des petits morceaux de code ou des bifurcations, les ifs, etc. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir naviguer dedans. Chaque nœud aura un type, typiquement. Et donc, lorsqu'on déclare une règle comme ça, donc il faut lui dire quels sont tous les types de nœuds sur lesquels ta règle va s'arrêter. Là, typiquement, tout à l'heure, vous allez voir, on va dire tu vas t'arrêter sur tous les types de nœuds de type chaîne, parce que c'est là-dedans qu'on va aller voir ce qui se passe. On va le faire tout à l'heure. Et pour chacun des nœuds sur lesquels tu t'es arrêté, qu'est-ce que tu fais? Donc c'est là où on mettra notre petit bout d'implémentation pour dire je remonte une erreur dans tel cas et pas tel autre. Donc c'est là-dedans qu'on viendra faire ça. Donc pour l'instant, on a une règle, elle ne fait rien. Il n'y a rien dedans du tout. Elle renvoie un type vide, donc il ne s'arrêtera jamais, etc. Ça, c'est voilà, la première chose pour la classe. Deuxième chose, c'est pareil, c'est pas magique, c'est dans leur documentation. Il y a un système un peu plus haut niveau dans lequel il y a une liste de classes qu'il faut déclarer pour dire OK, il y a la @rule, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi la déclarer dans une liste à lui fournir au système. Donc on la rajoute au même titre que les autres. OK. Et dernière chose à faire, pour pouvoir créer le profil que je disais tout à l'heure, le Sonar se lance, il installe le plugin, il crée le profil. Pour lui dire rajoute-moi la règle dans le profil, il faut lui dire. Et donc il y a un petit fichier JSON dans lequel on lui dit tu me rajoutes ma règle GCI. Non, GCI c'est pour Green Code Initiative. Hop là, pardon. La GCI 74. Comme ça, elle sera automatiquement activée pendant la phase de TI. Donc voilà, ça c'est la coquille vide. Donc une classe d'implémentation, on la redéclare aussi dans une autre classe et on fait un petit fichier JSON pour le profil. On va maintenant écrire notre TU pour vérifier ce qu'on attend à la cible. Hop, je retourne mes petites notes. Ce qu'on attend à la cible et justement, ça va casser tout de suite. Alors pour un TU, il faut, oui, certes, une méthode de test, mais pour une méthode de test, il faut lui donner un fichier à analyser. Sinon, il ne va rien faire. Donc, pour lui donner un fichier analysé, on met ça dans test files. Donc, il y en a déjà un certain nombre. On va en créer un pour nous qui va s'appeler hop. Tac, tac. Hop. Voilà. Et là, c'est pareil. Je vous ai préparé un petit snippet. TU test file, voilà. Donc, alors lui, il est assez grand. Alors, c'est grand. C'est un fichier qui reflète la réalité. C'est-à-dire que dedans, c'est un fichier Java dans lequel j'ai mis des bêtises pour que justement ça puisse râler et d'autres cas où ça râle pas. Donc là, typiquement, on a une première méthode qui appelle une sous-méthode qui s'appelle demi-call, qui fait rien, hein, elle fait juste un println. Et là, je lui dis, tu prends en entrée une requête. Alors,
qui est sensitive ou pas. Justement, c'est pour ne pas gérer que ce soit des majuscules et des minuscules. Donc là, c'est censé être un cas qui va râler. C'est ce que je mets un petit peu en commentaire derrière. Un cas qui ne va pas râler, puisqu'on a fourni une colonne. Un cas qui n'est pas du tout un SQL, donc voilà, des cas un peu biscornus, et un cas un peu à la marge, mais qui reste quand même exécutable. Donc c'est censé râler là aussi. Une deuxième méthode qui ressemble à l'autre, sauf qu'au lieu de passer directement les arguments en entrée de la méthode, on passe par des variables, pour bien vérifier qu'aussi on puisse s'arrêter sur des variables et vérifier que l'analyse le fait aussi. Ou des variables qui ne servent à rien, typiquement, mais on met quand même du select dedans. Voilà. Ça, c'est notre fichier de test. Maintenant, on va écrire notre méthode de test et notre petite classe de test, justement. Hop. Copier. Donc au même endroit que les autres. Hein. Bon, on va suivre le package, on va dire que c'est plus ou moins les normes Java, on va dire. Et donc dans cette classe, le petit snippet de code, très simple. Pardon, c'est pas celle-là. Je me suis trompé. Celle-là, c'est pour le TI, c'est pour tout à l'heure. C'est celle-là. Alors, j'ai pas mis les imports. C'est pour ça que ça râle. Voilà. Donc là, c'est pareil. Je vous ai dit tout à l'heure, on a une API Sonar qui nous permet de faciliter la mise en place d'un développement. Ils font la même chose pour les tests. Ils nous fournissent une API pour faciliter les tests. Et donc, c'est pour ça qu'on voit un check vérifieur, new vérifieur. C'est leur système qui va permettre de tester avec les différents paramètres qu'on va donner en entrée pour nous faciliter la vie. Qu'est-ce qu'il a besoin, ce truc-là? Il a besoin du fichier analysé, celui qu'on vient de créer. On dit, bah, c'est ce fichier-là que tu vas analyser. Quelle est la classe qui va aller vérifier ce qui se passe dans ce fichier-là? Bah, c'est la classe d'implémentation qu'on vient de créer. Alors, c'est une coquille vide aujourd'hui, mais ça reste une classe. Et ensuite, on lui dit, bah, tu vérifies s'il y a bien des problèmes, parce que tu es censé remonter des problèmes et voir des problèmes. OK, ensuite, donc là, on a notre coquille vide, on a notre TU à la cible. Hein. Donc là, on va lancer notre petit Maven test. Donc on lance les TU avec du Maven. On va bien vérifier. Donc il y a déjà des TU qui existent. Donc ceux-là sont censés fonctionner. Hein. Le nouveau TU est censé planter. Et voilà, donc il nous dit pourquoi. Il dit attention, le TU que tu viens de créer, on s'attend à avoir des problèmes, mais j'en ai pas trouvé. Donc là, oui, normal, puisqu'on a une coquille vide. Et il nous dit ce qui se passe. Typiquement, tu es censé avoir un problème sur ces lignes-là, le 24, 28, 32, 38. Alors pourquoi il dit ça? Parce que je ne vous l'ai pas expliqué. Je reviens sur le petit fichier de test. Dans le fichier de test, les petits commentaires que j'ai rajoutés, ils ne sont pas dus au hasard. C'est justement dû à leur framework de test qui vont détecter en face de chacune des lignes s'il y a ce pattern-là, non-compliant, avec des doubles accolades et avec un message dedans, qui s'attend à avoir un problème sur cette ligne-là. C'est pour ça qu'il m'a dit, tu es censé avoir un problème sur la ligne 24, 28, 32 et 38. Voilà pourquoi il me dit ça. Ensuite, donc ça c'est pour le TU. Donc il est à la cible, il crache, normal. Maintenant on va faire le TI, qui est un petit peu plus, je dirais, c'est un TI, c'est un environnement réel. Donc pareil, pour le TI, on prend le même fichier, on ne se pose pas de questions, le fichier de ressources là, qu'on va lui demander d'analyser. Alors il n'est pas au même endroit, parce que là c'est là où on voit le fameux projet de test qu'on va analyser et envoyer le rapport à Sonar. Et donc dans ce fichier-là, dans ce projet-là, il y a toute une arborescence pour simuler un vrai projet Java. Et dedans, donc il y a tous les autres fichiers qu'on utilise pour les autres use cases. Et c'est là-dedans, du coup, qu'on va coller notre nouveau fichier, là, qui est issu du TU, hein, c'est le même. Hein. Hop. Donc exactement le même. Le seul petit truc qui ne sert à rien, c'est on va mettre un petit to-do DDC, tiens, hop, pour vous montrer qu'on s'en fiche de ça. Ce commentaire ne sert que pour le framework de test pour les TI. Pour les TI, ça ne sert pas. Pour les TI, c'est un petit peu différent. Mais c'est quand même bien d'avoir un petit commentaire pour s'apercevoir graphiquement, quand on va aller voir le sonar, qu'on est censé avoir quand même un petit problème là-dedans. Donc je mets un petit to-do DDC comme ça, vous le verrez. Et donc ça, c'est le fichier de test qu'on va lancer en analyse. Maintenant, on va écrire notre TI. Donc le TI, alors tous les TI, bon, c'est comme ça aujourd'hui, on pourra optimiser, bref, sont dans une seule, sont dans une seule classe. Et donc là, ici, on va rajouter une nouvelle méthode qui ressemble fortement aux autres, que j'appelle test GCI 74. Qu'est-ce qu'il a besoin? Il a besoin du fichier, la même chose, hein, le fichier qu'il va devoir analyser, la règle qui est censée râler, donc la GCI 74, comme on est sur le plugin Java, il y a un préfixe, le message qu'on est censé envoyer, et les lignes sur lesquelles on s'attend à avoir un problème. Donc la ligne 24, 28, 32, 38. Donc là,
c'est plutôt une implémentation à nous. SonarCube ne fournit pas d'implémentation pour ça. Donc du coup, là, on est censé avoir des problèmes ici. Et ensuite, on appelle une méthode assez commune qu'on utilise un petit peu partout. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, hein, ça fait un petit peu d'implème, mais ce qui est important, c'est ce qu'on lui donne en entrée. Et donc cette fois, on va lancer le Maven Verify. Alors, je skip exprès les TU parce que les TU ne passent pas. Parce que dans un Verify, il lance les TU, ensuite il lance le TI. Si les TU ne passent pas, il s'arrête tout de suite. Donc on ne pourra pas aller jusqu'au TI. Donc je skip mon TU. Donc là, il va n'exécuter que les TI, comme tout à l'heure. Donc voilà, il est commencé à rentrer dans le TI, on le voit ici, là. Donc il va, comme d'habitude, installer le sonar. C'est ce qu'il est en train de faire ici. L'installer, le lancer, compiler le plugin, installer le plugin, activer créer le profil en activant la règle, comme on a vu tout à l'heure. Arrêter le sonar. Non, pardon, excusez-moi, arrêter le sonar, c'est à la fin. Il check ce que j'ai mis dans ma méthode de TI. Donc il va dire, à telle ligne, je suis censé avoir des problèmes. Donc il va appeler l'API sonar pour ce fichier-là et vérifier qu'on a des problèmes ou pas. Et donc là, le TI, il est vraiment à la cible. Hein. On lui a dit que c'est censé râler à telle ligne, telle ligne, telle ligne, telle ligne. Et ce n'est pas le cas, puisqu'on n'a pas encore fait notre développement. On a fait une coquille vide. Donc normalement, le TI est censé cracher, parce qu'on n'a pas encore fait l'implémentation. Bon, je vous passe le petit détail de tout à l'heure. Tac, tac, tac. Donc là, ça, c'est le rapport qu'il a envoyé. Et donc là, on arrive à la fin du check. Voilà. Et ici, il nous dit, attention, j'ai un problème. On s'attend à avoir au moins 4 problèmes, comme tu me l'as déclaré dans ta méthode de test, et j'en ai 0. Normal, j'ai une coquille vide. OK. Cette fois, je vous lance en mode keep running. Alors, c'est un nouveau... À quoi sert ce truc-là? Pareil, c'est un profil Maven qui dit au TI, tu fais tout ce que tu as à faire normalement, sauf qu'au lieu de killer le sonar, tu me le laisses actif. Comme ça, en tant que développeur, je vais pouvoir aller voir sur sonar ce qui se passe et aller voir les fichiers. Là, je vais vous montrer, pour ne pas vous raconter de bêtises, que l'analyse est bien faite, elle est envoyée au sonar, qu'on a bien notre nouveau fichier qu'on a rajouté, et qu'on a, sur ce fichier-là, aux endroits où on est censé avoir des problèmes, on n'en a pas. Et donc, on va faire l'implème, et on refera la même vérif juste après. SonarCube opérationnel, voilà, il ne va pas tarder. Donc, il le met automatiquement sur le 33333. Bon, c'est un choix. Ça ne va pas tarder, bon. Voilà, donc là, il est prêt. On peut se connecter dessus. Localhost 33333. On voit notre analyse qui est faite. On va dessus. On va aller voir le code. On va dans le package. Là, on a notre petit fichier. On voit bien, ouais. Et donc, dans notre fichier, je vais peut-être zoomer un petit peu. Dans notre fichier qu'on retrouve de tout à l'heure avec les différents appels SQL et que j'ai mis mes to-do DDC là, bah là, on a 0 problème. Alors que notre règle elle est censée détecter ces 4 lignes-là. OK. Donc je l'arrête. Alors il y a une petite exception de certificat, il ne faut pas s'inquiéter. Comme c'est du local, on a un petit bug là-dessus, on est en train de le corriger, donc c'est pas grave. C'est bon. Les petits effets démo. Voilà. Donc là, maintenant, on va faire le petit développement. Très rapide, vous allez voir. Donc je retourne sur ma classe Java. Le avoid de full SQL. Là. Première chose, je vais lui dire, arrête-toi sur toutes les nœuds de type chaîne, comme j'ai dit tout à l'heure. OK. Donc, une seule ligne. Il veut une liste. Alors, les kind, c'est un type de nœud de son arborescence, AST, etc. Et on lui dit, tu t'arrêtes sur toutes les chaînes. OK. Bon, rien de plus simple. Ensuite, je vais préparer des petites variables, pour pas que ça râle après. Je vais vous les expliquer. Des petites variables qui vont me servir pour après mon implémentation. Donc une variable avec le message d'erreur qu'on va voir, donc le BZH25 no full SQL request, OK, et une petite regex facile pour comparer la chaîne qu'on a récupérée à cette regex pour essayer de détecter si on a un select étoile from dedans. Bon, rien de plus compliqué. Et donc là, je mets mon petit morceau de code. Très simple aussi. Donc en entrée de cette méthode, donc on s'est arrêté sur un type chaîne. En entrée, donc j'ai un tree qu'on s'est casté en literal tree parce que c'est une chaîne. Et à partir de ce literal tree, on peut récupérer la valeur sous format de chaîne. OK, donc là j'ai vraiment ma chaîne complète qu'il a détectée. Et ensuite, on a juste à faire un petit test de matching avec la regex qu'on a déclaré au-dessus pour dire est-ce que tu trouves un select étoile from insensitive, hein, on s'en fout des minuscules, majuscules, et si oui, tu m'envoies une erreur. Alors une erreur avec le message d'erreur et stické sur la ligne sur le nœud et donc la ligne sur laquelle tu t'es arrêté.
Report issue, je ne rentre pas dedans, c'est une méthode que propose l'API Sonar. Donc, ok, ça permet d'envoyer un problème. Voilà, l'implème, c'est juste ça. Je relance mes TU pour vérifier que cette fois, ils fonctionnent. J'y ai pas touché, parce que les TU, on les avait mis à la cible. Donc là, normalement, c'est censé fonctionner, si tout se passe bien. Voilà, donc on a 44 cette fois qui passe. Et maintenant, je fais la même chose avec les TI. Alors, je pourrais garder les TU, puisque maintenant ils fonctionnent, donc il y aura bien l'étape TI, mais bon, bref, on s'en fiche. Donc cette fois, je ne lui dis pas de s'arrêter. Parce que s'il s'arrête, il ne fait pas le contrôle des lignes. C'est comme ça qu'on a implémenté les choses. Pour vraiment faire qu'il fasse le contrôle tel qu'on l'a déclaré dans la méthode TI, il faut le laisser faire. Il ne faut pas s'arrêter. Il ne faut pas utiliser le keep running. Le keep running, c'est, on va dire, un debug visuel pour le développeur. Là, je lui dis, lance-moi le TI en n'exécutant pas les TU, parce que les TU, on a vu qu'ils fonctionnaient, on va gagner un petit peu de temps. Donc ça, c'est le premier petit test. Le deuxième petit test, et on aura fini la petite démo. Voilà, et là, on est bon. Donc on a 37. Donc on voit bien que le GCI rules IT, c'est complètement bien passé, parce qu'on était déjà à la cible. Là, pour bien vérifier que je ne vous raconte pas de bêtises, on fait le keep running, c'est-à-dire qu'il va arrêter le sonar, et on va aller dessus, pour aller voir 7 fois que dans le fichier qu'on lui a donné à manger, pour l'analyse, 7 fois, on a des problèmes qui sont remontés par sonar, visibles. Voilà, il est en train de lancer le sonar, il est en train d'enregistrer les règles, il a lancé ses petites commandes de base, là le sonar est prêt, là il a lancé le TI, il a pris le rapport, il est en train d'envoyer le rapport au sonar, et là il ne va pas tarder à s'arrêter. Voilà, il a arrêté. Donc si on rafraîchit, donc on a rafraîchi ce qu'on avait montré tout à l'heure, donc on est resté sur le même URL, donc le même code, on va dire, et là cette fois, on voit bien qu'il y a bien des petits points à côté, et qui dit attention, sur cette ligne-là, il y a bien un problème. Donc celle-là, la fameuse, donc toutes les lignes, j'avais mis le to-do DDC, là. Toutes les lignes où c'est censé râler, ça râle. Et donc si on clique dessus, on arrive, alors là c'est vrai qu'avec le zoom c'est pas facile, on arrive sur la ligne où il y a un petit problème avec le message, et si pour savoir comment on le corrige, vous pouvez aller voir la doc de la règle, comme je vous ai montré tout à l'heure, qui vous donne un code non compliant et un code compliant. Voilà pour ça, je reviens sur ma présentation. Donc comme vous pouvez voir, l'open source, au final, c'est pas si compliqué que ça. Si c'est bien documenté, si on est bien accompagné, ça nous permet quand même de monter en compétences, de partager ses compétences. Donc allez-y, l'open source, vous serez que gagnant. Alors peut-être un peu personnellement si l'entreprise ne veut pas, mais essayez de négocier un maximum avec votre entreprise. Et surtout, si vous pouvez agir pour la planète, c'est encore mieux. Merci. Et je vous ai mis un petit QR code Open Feedback. Je suis très friand des retours. Rien que pour l'amélioration continue, si vous pouvez prendre 30 secondes pour vous faire un petit retour, je vous en remercierai beaucoup. Et du coup, je sais pas, on a peut-être on a une minute pour les questions. Une ou deux questions. Une question. Et je traîne avec le t-shirt Green Code Challenge. Vous me repérerez. Qui est le t-shirt du hackathon. Merci David. Je voulais savoir si vous mesuriez l'efficacité des règles que vous appliquez. Oui. C'est une question qu'on a à chaque fois. Alors ça, je peux te répondre. Du coup, alors ça évolue. Avant, on ne le mesurait pas au tout début. Maintenant, ce que je disais tout à l'heure très rapidement, j'ai peut-être dit un peu vite, dans les process, quand il y a de nouvelles idées qui arrivent, on oblige les gens à prouver à quoi va servir la règle. Est-ce qu'il y a déjà des papiers sur Internet qui existent? Est-ce qu'il y a déjà des documentations techniques, des grands connaisseurs qui ont déjà parlé sur le sujet? Et s'il n'y en a pas, on demande aux gens de prouver que ça sert à quelque chose. Typiquement, il y a des librairies qui existent, comme une librairie très connue qui s'appelle Code Carbone, qui est faite en Python, et qui va te mesurer l'efficacité d'un code avant et après ta modification. Comme ça, tu auras des graphiques ou des courbes, et ça va te donner un impact CO2, en fait, au final. Bon, c'est des calculs basés sur des ABAC, certes, mais ça a le mérite d'exister. Et donc, on se base sur ce genre de framework pour vérifier l'efficacité des règles. Ouais. Et on revient sur des règles
qu'on n'avait pas mesurées, et on ne s'interdit pas de les déprécier. On en a déjà déprécié quelques-unes parce qu'elles ne servent à rien, finalement, elles ne servent à rien. Et du coup, on les enlève. Parfait, merci. Voilà, je redonne la main. Si vous avez d'autres questions ou si vous voulez contribuer, vous pouvez aller sur notre site en haut à droite. Il y a toutes les informations. Merci à tous.